Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui, ça y est, clôture la campagne, ou plutôt la série de scénarios imbriqués sous la forme de campagne, qui est donc God's Hunt, la chasse divine, qui est une campagne, enfin 4 scénarios supplémentaires par rapport à la grosse campagne God's Hunt, enfin God's Thief, pardon, qui elle est beaucoup plus focalisée et a vraiment un fil conducteur, ce qui n'est pas forcément le cas donc, des scénarios que je viens de jouer. Donc le premier s'appelait God's Eye, donc l'œil de Dieu, l'œil divin. Le second c'était God's Breath, le souffle divin. Le troisième God's Law, donc la loi divine. Et le dernier c'est God's Light, donc la lumière divine, que j'ai fini de faire jouer il y a pas longtemps. Donc je voulais faire un peu un résumé parce que c'est un scénario qui est très particulier, qui contrairement aux autres qui jusqu'ici étaient très terre à terre, est beaucoup plus conceptuel dans une approche évidemment de l'appel de Cthulhu. Donc ça va de pair. Mais surtout, en tant que maître du jeu, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à le faire jouer que les autres. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc les trois premiers, vous mettez en scène concrètement contre quelqu'un qui utilisait un drone pour faire des rituels maléfiques, donc c'était très terre à terre, il suffisait de faire de l'enquête, localiser le drone. Le second, vous mettez face à des méchants marijuana bros, donc des mecs qui font fortune sur la légalisation de la marijuana. Donc là, le but, l'opposition était beaucoup plus violente, mais à la fin, ça restait un assaut sur une sorte de pépinière. Le troisième, vous mettez face à des flics pourris, qui avaient un être surnaturel parmi leurs effectifs, mais ça restait vraiment un côté extrêmement terre à terre où toutes les capacités matérielles de nuisance de Delta Green pouvaient rentrer en jeu. Et évidemment, avec la pleine force du gouvernement américain et potentiellement du programme qu'est Delta Green, sous cette nouvelle forme, il y avait des possibilités pour les joueurs d'exploiter tous les éléments qu'ils possédaient pour, un, préparer le terrain, deux, se préparer physiquement, je sais pas, préparant un assaut, en prenant des fusils, en faisant des enquêtes sur le côté administratif, en mettant en place des planques, en demandant des faux papiers, j'en passe et des meilleurs. God's Light, c'est impossible. Vous allez comprendre pourquoi, et c'est quelque chose qui m'a un peu ennuyé, moi, en tant que... je vais être honnête, c'est pour moi le pire scénario des quatre, donc c'est dommage parce que les trois premiers scénarios sont très très bons, et montent vraiment en gamme, avec toujours des idées très très différentes sur les oppositions, donc avec une personne isolée, toute une faction de cultistes, pour aller vite, et des flics normaux, mais complètement corrompus, avec tout l'appui de la police et d'un gang. Donc God's Light, je vais d'abord résumer le scénario. God's Light se base sur une application pour téléphone qui est créée et conceptualisée par un professeur qui était à la base un professeur de philosophie, qui est devenu professeur de mathématiques au MIT et qui est très imbu de lui-même et qui est sûr qui va appliquer en fait là, qui est très inspiré par l'effet Tegmark. Donc l'effet Tegmark, c'est l'idée que la perception qu'on a de l'univers n'est qu'une une simulation mathématique. Et donc son idée, c'est de dire chaque point de vue différent crée une réalité. Ce qui est assez proche quelque part d'un certain grand ancien, un dieu très ancien qui est présent dans le mythe de Cthulhu, qui est Yog-Sothoth, qui est à la fois la clé, le portail, qui crée des dimensions. Il y a cette idée aussi qu'à chaque fois, Azathoth, le chaos créateur, va créer des univers selon ses émanations, selon là où il bouge, de manière complètement déstructurée et stupide. Et donc, ce bon professeur qui s'appelait Wesley Cool va, vous l'avez deviné, aller piocher dans des tomes anciens, notamment le livre de Thoth et plus tard le Necronomicon. Et dans le Necronomicon, il y fait mention, Abdullah Lazred dit attention, il existe une personne, enfin, les réalités sont contenues, chacun a sa propre réalité, et il y a une réalité centrale dans laquelle œuvre le guide, qui pourra vous guider vers le crux, donc le creuset le creuset de toutes les réalités. Évidemment, c'est Yog-Sothoth, sous un autre avatar, et même Abdullah Lazred, aussi fou soit-il, dit attention, ne faites pas ça. Ne cherchez pas à le rencontrer. Donc évidemment, Wesley Cool, avec son ego démesuré, dit non, moi je peux le faire. Et pour prouver ma théorie, je vais créer une application, donc je vais modifier, je vais intégrer, grosso modo, il greffe dans de l'or, sur des circuits imprimés en or, un symbole des anciens et des sortes de rituels, pour activer une application qui s'appelle Picky Eater. Donc Picky Eater, c'est euh, fine bouche en français. Et avec l'application Picky Eater, qui a un magnifique logo, c'est un smiley jaune qui dégueule, ça crée un VPN, et ce VPN vous permet sur votre téléphone d'avoir accès à des liens
qui n'existent pas et qui viennent en fait d'une dimension qui est forgée selon votre conception du monde, dans ce qui a donc dans les instincts les plus flatteurs par rapport à vous. Donc c'est par exemple, c'est pas vous êtes si l'un de vos personnages conduit des voitures à haute vitesse, bah peut-être que vous êtes le plus grand champion de Formule 1 dans ce monde-là. Mais il y a aussi, et ça c'est très flatteur, et ça passe, en gros, Pickeater est un VPN qui s'active sur votre téléphone, et qui vous montre des liens qui n'existent pas dans le monde réel, mais dans une dimension différente. Sauf que, évidemment, Pickeater, ce qu'il fait, c'est pas qu'il vous, il fait pas juste percevoir une dimension enclenchée par Yoxophot où tout se passe bien, c'est pas juste Sliders, mais c'est aussi une bulle de réalité qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend autour de votre téléphone ou autour de votre ordinateur où vous avez installé le circuit imprimé et l'application, et qui, au début, va juste influer le téléphone. Donc ça veut dire que, mais ça veut dire que les gens qui vont vous appeler sur le téléphone, potentiellement, peuvent être des gens de l'autre dimension. Ce qui fait que bah, vous avez des gens qui vous appellent en disant des choses très flatteuses à votre sujet, d'un point de vue personnel ou professionnel, j'en passe et des meilleurs. Si vous n'avez pas perception que quelque chose va mal, ce qui est impossible, puisqu'en gros, la seule manière de savoir que quelque chose va mal, c'est d'avoir une expérience de dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous savez que ce qu'il y a dans votre téléphone est réel, mais vous savez que le monde extérieur est réel. Donc si par exemple, dans le cas de Delta Green, vous avez un DPJ qui se retrouve avec l'application installée de Pickeater, on va y revenir, bah, ce qui se passe, c'est que il va rentrer chez lui un jour et il va voir que sa femme n'est plus là. Parce qu'en fait, ça fait 4 jours qu'elle a essayé de l'appeler, ou je sais pas, ça fait une semaine qu'il répond pas. Donc elle est partie faire un truc, ou elle est rentrée chez ses parents, parce qu'ils étaient en instant de divorce ou de séparation, alors que lui est persuadé qu'au téléphone, avec son Pickeater installé, il a eu pendant 4 jours sa femme tous les jours, qu'ils s'étaient réconciliés, que tout allait bien. Et ça, évidemment, ça fait perdre beaucoup de SAN, et c'est l'un des moyens de comprendre que quelque chose ne va pas. Donc Wesley Cool fait son application, il l'a fait tester sur des gens au MIT, notamment sa copine qui est enceinte de lui, et qui est une doctorante, et un autre professeur qui est professeur d'éducation, de dramaturgie. Sauf que, évidemment, ça se passe très très mal, donc les bulles commencent à enfler, enfler, enfler. Alors la chance, c'est que sa copine, pendant un temps, n'utilise pas l'application, parce qu'elle se retrouve qu'elle est enceinte. Wesley Cool, lui, disparaît, parce que je vous ai pas dit, c'est que la bulle qui est générée par Pickeater, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, et au bout d'une semaine, bah, vous disparaissez dans la bulle. C'est-à-dire que vous arrivez dans une dimension autre, qui est le fruit de votre imagination, dans ce qu'il y a de plus flatteur et terrible. On va y revenir. Donc Wesley Cool, lui, sciemment sait que ça va arriver, donc il se retrouve dans sa bulle, et dans sa bulle, il commence à travailler en fait sur l'idée, puisque la bulle est liée à la personne qui pose, enfin, liée à une personne, donc ça veut dire que tout l'environnement que vous avez autour de vous est lié à votre personne, à vos peurs, à vos désirs les plus secrets, j'en passe et des meilleurs. Donc par exemple, le, le professeur de dramaturgie qui sert de test va rentrer dans sa bulle, et sa bulle, ça va être une espèce de... En gros, il est pédophile, et donc il va être dans un monde parfait, où il peut se marier avec des enfants, il a plusieurs femmes et tout. Sauf que Pickeater, il y a aussi un autre défaut, je vous ai pas dit, c'est que c'est une application expérimentale qui consomme énormément de batterie de téléphone. Et ce qui se passe, c'est que sciemment, inconsciemment, le téléphone va se décharger, perdre sa batterie. Et quand le téléphone meurt, le téléphone qui sert en fait de nexus, de clé, de porte vers ces bulles-là, et ben les gens sont renvoyés dans la dimension initiale. Sauf que le temps ne s'est pas passé de la même manière à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui fait que donc ce gars-là, quand il revient, il commence à reprendre son boulot et il montre des photos de sa femme ou de ses femmes à ses collègues qui se mettent à hurler évidemment parce que concrètement ils s'aperçoivent que leur collègue est un pédophile et lui ne voit rien du tout de mal à ça puisque dans sa tête, ça fait des années qu'il est dans cette espèce de fantaisie complètement monstrueuse qui s'est forgée. Et ça c'est le point du jeu, c'est-à-dire que concrètement, Pickeater va être installé sur différents téléphones, ça va générer des bulles, les gens vont disparaître dans les bulles, et vous l'avez deviné, ça va être aux agents de pénétrer dans les bulles des gens, ou rester à l'extérieur, ça dépend de votre approche, pour casser les téléphones ou tuer les gens qui sont responsables des bulles. Parce que le but, c'est d'empêcher ce vecteur de se propager sans cesse, et le scénario va vous faire remonter la piste en partant d'un phénomène macabre, qui est qu'en fait, il y a un jeune homme qui arrive il y a un school shooting, donc il y a une attaque, il y a un gamin qui rentre dans une université, dans une sororité sur un campus universitaire, et qui commence à abattre des jeunes filles. Et Delta Green appelle les agents en disant « faut que vous allez sur place ».
mais on n'a pas, et donc les agents sont un peu étonnés parce qu'ils disent, bah ok, est-ce qu'il y a un vecteur surnaturel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des vidéos, des choses bizarres? Et ils disent non, il n'y a rien de bizarre dans ce qui s'est passé, puisque bon, on est aux États-Unis et c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui flinguent des gens, c'est pas la première fois qu'il y a des délires incel avec des mecs qui abattent des filles. Mais ce qui est bizarre, c'est que Delta Green dit juste regardez les indices, les preuves, regardez les pièces à conviction, vous allez comprendre tout de suite. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que quand vous trouvez le M16 du type, du jeune homme, bah, c'est un M16 qui n'a jamais été, qui n'existe pas. En fait, la manufacture d'armes à feu n'existe pas. Le format des balles n'existe pas. Et donc, naturellement, c'est bizarre, et le type est apparu de nulle part sur les caméras. Donc, en fait, il est sorti de sa bulle, il est arrivé sur le truc, et il était dans un monde où il y avait des espèces d'anxiété permanente, où en gros, les filles énucléaient les gars, carrément. Donc, il a des photos sur son téléphone où les jeunes filles qu'il a abattues sont en train de castrer des mecs sur les tables, mais dans un contexte de fête étudiante. Et donc il est complètement fou, il revient et il se met à abattre les filles qui pensent avoir émasculé son pote ou une de ses connaissances. Sauf qu'évidemment, quand vous comparez les photos, c'est impossible, vous dites bah, c'est un photomontage, c'est pas possible, puisqu'on sait que toutes les personnes qui sont présentes sur les photos qu'on voit bah, ont un alibi, que le type sur la table il a jamais été nucléé. Donc très vite, et surtout on s'aperçoit que bah, le téléphone du type est mort et que quand s'est fait abattre par la sécurité du campus en sortant, il a essayé de charger son téléphone. Donc c'est autant d'indices qui laissent à penser que c'est de nature électronique. Donc évidemment, le petit hacker de mon groupe, façon Mister Robot, a rallumé l'ordinateur du jeune homme. Et c'est là où en fait l'infection prend place. C'est-à-dire que dès que vous activez un ordinateur avec Picky Eater dessus, vous prenez le risque, enfin c'est automatique en fait, votre téléphone ou votre ordinateur est infecté avec Picky Eater, puisqu'en fait, magie du Oxophot, Picky Eater a toujours été installé. Et donc, ça vous le dites pas aux joueurs évidemment, mais au fur et à mesure, les joueurs vont enquêter, vont retrouver la trace et dire ah bah oui, en fait ce type-là, il était pote avec un autre type qui vit dans une caravane. On s'aperçoit qu'il y a d'autres, il y a au moins un ou deux, donc l'histoire du prof pédophile remonte. Et on trouve aussi une idée où il y a deux mecs qui ont fait une attaque terroriste islamiste au milieu d'un stade de foot durant un match universitaire du vendredi soir. Et en fait, les types avaient des cartes d'identité du califat éternel. Enfin, il y a des trucs qui font aucun sens. Sur leur téléphone, il y avait des vidéos de la fin de la guerre entre le grand califat éternel et les États-Unis, pour aller vite. Et en fait, on s'aperçoit. Donc, ça, c'est un indice pour vous dire qu'il est possible que des gens qui sont issus d'un monde complètement fou peuvent sortir. C'est pas des gens réels en fait, c'est des espèces de tulpas, de créatures fictives qui sont créées par les gens qui ont la bulle. Donc évidemment, vous remontez la piste, vous allez notamment, donc il y a deux pistes qui vous sont données. Il y a la cellule gérée par un membre de Delta Green de la CIA qui s'appelle Narnia, qui enquête justement sur cette attaque terroriste. Et quand vous y allez, c'est là où vous rentrez dans la première bulle. C'est-à-dire que quand vous rentrez à l'intérieur, l'agent de Delta Green a disparu, mais il y a un petit effet psychologique qui est atroce et qui complique évidemment l'enquête, c'est que si jamais vous rentrez dans une bulle de quelqu'un, ce qui est le cas, en fait, il faut être infecté. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes infecté par Picky Eater, de quelconque façon, vous avez une bulle à vous sur votre téléphone, et cette bulle va rentrer en conflit avec les autres bulles, ce qui fait que, en gros, vous ratez un jet de SAN, et si vous êtes dans le radius d'une bulle d'une autre personne, pouf, vous rentrez dans son monde. Et dans son monde, donc, bah, c'est le petit informaticien, évidemment, qui avait été infecté, qui rentre à l'intérieur, et l'effet psychologique, c'est que tous les gens qui sont à l'extérieur de la bulle croient que vous êtes juste à côté. En fait, ils font pas attention. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus complexe d'enquêter sur les gens, parce que, par exemple, le gars qui a flingué tout le monde, qui était un étudiant, et ben en fait, il avait disparu depuis un an dans sa bulle, mais personne s'en est aperçu, parce que niveau administratif, bah, l'administration continuait, enfin ses parents continuaient à payer la chambre d'étudiant, les profs font pas attention, donc c'est super bizarre, mais ça veut dire que face à un système qui n'est pas complètement automatisé, et il n'y a quasiment aucun système qui est complètement automatisé, à part les factures d'électricité éventuellement, qui peuvent être une piste pour te retrouver si quelqu'un disparaît ou non, et ben dès qu'il y a une personne humaine qui est impliquée, la bulle glisse entre parenthèses sur la réalité, et donc c'est à vous, en tant qu'agent, de vous confronter à la dissonance cognitive de ces personnes-là pour leur dire mais non, cette personne n'est plus là depuis 6 mois. Je peux vous prouver que et confronté à ça, bah, évidemment, les PNJ perdent de la SAN, mais ça vous permet un peu de tordre le cou à cette fausse réalité. Donc bref, vous revenez à la cellule Narnia, à la CIA à New York,
Et donc, j'ai mon petit génie informatique qui rentre, en fait, lui, il rentre pas dans un bureau de la CIA d'enquête, mais il rentre dans un musée. Le musée, et c'est un musée qui consacre la victoire de Delta Green sur les forces occultes, pour aller vite. Et la dame, qui était la directrice de la cellule de la CIA, est vue comme l'une des personnes les plus importantes qui a aidé à sauver le monde. Et au milieu de ce musée, donc il s'infiltre, il y a l'ordinateur portable de la fille qui peut casser, et en cassant, alors qu'il y a des tulpas, donc des agents de sécurité qui vont arriver, bah, il le casse, et donc ça coupe la bulle, et la fille est projetée hors de sa bulle dans le monde réel. Mais là, en fait, on la voit, elle a perdu 20 ans, donc elle a 50 ans, et puis elle est à moitié folle, en fait. Elle devient complètement folle, elle sort son flingue pour essayer de braquer quelqu'un en disant vous êtes des, vous êtes des baiseurs de poissons. Enfin, c'est très très rigolo quand vous avez un peu l'historique de Delta Green. Et vous apercevez qu'en fait, tous les gens de la cellule enfin, de Narnia ont disparu parce qu'ils ont utilisé les ordinateurs et ils ont utilisé les téléphones des terroristes. Et donc, ils ont tous été projetés dans leur bulle. Et à l'exception d'un type qui est pas très doué en informatique et qui est un historien en fait. Donc lui, il bossait essentiellement sur l'étude en fait comment dire historique de quel courant islamiste il pouvait bien venir. Donc il fait tout sur papier quoi. Et lui, il est pas du tout infecté. Et c'est à ce moment-là où mes joueurs ont dit bon, ok, il y a quelque chose de bizarre et ils commençaient à recevoir aussi des coups parce qu'ils avaient tous leur petite bulle en fait qui grossissait, qui grossissait. Et c'est là où il y en a un qui a dit, mais et si on vérifiait nos téléphones? Et ils sont tous là, en faisant attention, ils se sont aperçus que tout le monde avait Picky Eater installé. Donc ils ont cassé leur téléphone, ils ont retiré la puce, le circuit imprimé enfin le circuit imprimé qui était présent sur leur téléphone pour au moins stopper l'infection. C'est-à-dire que techniquement ils sont infectés, ils peuvent rentrer dans les bulles, mais ils n'ont plus de risque ils n'ont plus de bulles qui se génèrent autour d'eux. Donc la piste continue, ils finissent par arriver donc, dans le trailer park avec le type qui est un jeune homme qui était en contact avec le type qui a abattu tout le monde. En gros, ce jeune homme, son père est cousin avec Vicky King qui était la copine de Wesley Cool. Et donc Vicky King avait envoyé à son cousin l'application Picky Eater pour qu'il installe la fabrique. Le père s'en foutait, mais le fils l'a mis sur son serveur Minecraft. Et il s'est retrouvé dans un monde, vous l'avez deviné, où en gros, quand vous rentrez dans le monde, vous arrivez au niveau donc c'est un de mes joueurs qui ça lui arrive. En fait, ils avaient vu tout un système pour se déguiser parce qu'ils pensaient que c'était des méchants rednecks. Et il arrive en livreur de pizza. Et il s'est retrouvé dans la bulle. Et dans la bulle, au niveau du parc de caravane, du camping, il s'est retrouvé, il y avait des éoliennes géantes, il y avait des Tesla partout et des véhicules hybrides. Et quand il tape à la porte du type, le jeune homme n'est pas là, et à la place, il y a un type qui est rasé façon THX 1181 avec un code barre derrière la tête en disant ah, c'est bon, je me suis réformé, c'est bon, j'étais au camp de la mort de la tolérance, et vous inquiétez pas, je suis en règle. Et là, il y a le mec qui cherchait, justement, qui avait pris 20 ans, qui était devenu genre dans un délire futuristique, façon Terminator, qui dit suis-moi si tu veux vivre, il faut qu'on parte tout de suite parce qu'il y a les super soldats Antifa qui arrivent. Et effectivement, il y a des espèces de Space Marine Antifa pro-LGBT qui arrivent avec des gros flingues, enfin c'est n'importe quoi. Il y a une statue en or, et au début, le joueur dit bah je me casse, en fait, je vais physiquement pas sortir de la bulle. En fait, on peut pas, il faut cramer des points de volonté pour sortir. Et quelques centaines de mètres plus loin, il y a une statue en or géante de Obama, déguisé en enfin, maître du califat éternel, enfin voilà, tous ces délires-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quand même réussi. En fait, les mecs à l'extérieur des bulles sont pas emmerdés, ils ont dit ok, on sait que notre pote, il est quelque. Parce que psychiquement aussi, ça change pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs que le type qui est parti dans la bulle est parti acheter ses cigarettes et qu'il va revenir tout de suite. Donc il y en a un, il a dit ok, c'est quoi? Je connais pas la taille de la bulle, je sais pas ce qui peut se passer, ils ont peut-être des flingues, il a pris la bagnole, et il a défoncé le poteau électrique pour couper toute l'alimentation, ce qui fait qu'en fait le serveur saute. Et s'il n'y a plus d'électricité, le truc est défoncé. Et donc comme ça, ils ont pu couper l'alimentation, faire revenir le jeune homme qui était devenu vieux dans le monde réel. Sauf que son père l'a vu, il a pété un plomb, perte de sang, c'est dans le scénario, il sort un flingue, il commence à tirer sur tout le monde. Donc ils ont abattu le père. Le fils, ils l'ont foutu en tôle, enfin c'était n'importe quoi. Et en remontant la piste, donc ils ont trouvé la clé USB. Et ils sont arrivés jusqu'à Vicky King, qui était la femme qui était enceinte, la doctorante qui était enceinte de Wesley Cool. Sauf que c'est là où ça devient très très important de faire gaffe quand vous faites le scénario. Elle a eu des enfants, des jumelles, dans le monde, dans sa bulle en fait. Au bout d'un moment, donc les jumeaux sont nés dans le monde réel, et à un moment elle a réutilisé, enfin elle a enfin installé Picky Eater un peu tardivement, et elle a été prise dans sa bulle, et ses enfants ont été pris dans sa bulle. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces enfants, eux, ils avaient un téléphone dans leur poche, au cas où, un BlackBerry, et ils ont commencé à grandir, grandir, grandir.
Donc ils ont 10 ans hein, dans la bulle, déjà c'est un peu hallucinant. Et ce qui s'est passé, c'est que ils voulaient contacter leur père. Donc ils avaient un téléphone secret qu'ils avaient acheté dans ce monde-là, qui était un monde hyper hostile, où en gros, les peurs de la maternité de Vicky King se manifestent sous la forme de boogeyman, en fait, de croque-mitaines qui arrivent, qui font partie du gouvernement et qui volent les enfants. Donc c'est des types avec des chapeaux en peau, des masques façon sadomasochiste, et ils ont des sucettes au fentanyl euh, pour, euh, pour endormir les enfants et les enlever, quoi, pour aller vite. Et ce qui se passe, c'est que les deux gamines ont un téléphone dans ce monde-là, pour appeler leur père, donc elles ne connaissent pas l'identité, mais elles aimeraient bien le contacter, un BlackBerry. Et ce téléphone, qui était un vieux BlackBerry, je crois qu'ils en est du monde réel, enfin je sais plus, j'ai plus les détails, mais en gros ce qui se passe, c'est qu'elles installent Pick dessus, forcément, ce qui crée une bulle dans la bulle, et elles se retrouvent dans ce que cherchait Wesley Cool, à savoir le creuset de tous les mondes, qui est une grande plage, avec où il y a Pick qui est installé sur une sorte de, comme du limon, sur un espèce d'immense plateau, et Wesley Cool est là, mais enfin, il est complètement fou, il les voit pas, il a son propre truc, on va en reparler. Et elle tombe sur Yoxophot, en gros, qui est façon guide avec une couronne sur la tête. Et il commence à leur parler de manière extrêmement empoulée, alambiquée, puis ils disent, nous, tout ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Et Yoxophot étant un mec assez cool, finalement, pouf, il les renvoie chez eux, mais dans le monde réel. Donc ce qui se passe, c'est que les joueurs arrivent à la maison de Vicky King, ça fait 1 an qu'elle n'a pas été au boulot, la maison est en vente, ils ouvrent la porte, enfin, ils frappent à la porte, et il y a deux gamines complètement apeurées qui vivent en fait dans le sous-sol. Donc, boum badaboum, il y en a un qui retourne dans la bulle, évidemment. Il tombe sur Vicky King, il essaie de lui expliquer, mais vous savez, en fait, tout ça c'est une illusion, c'est pas vrai. Elle leur crache le nom de Wesley Cool, et elle râle son jet de santé mentale. En fait, quand elle comprend que c'est un monde qui est fantasmé, elle pète un plomb, elle appelle au téléphone, en fait, plutôt que de subir ce monde réel, en fait, ça c'est pas terrible sur mon scénario, elle préfère appeler le gouvernement qui dépêche automatiquement les faucheurs, donc les voleurs d'enfants, qui ont évidemment, vous l'avez deviné, la tronche leur vrai visage, c'est le visage des agents de Delta Green qui sont restés dans le monde réel. Donc le joueur arrive quand même à se battre contre Vicky King, elle lui casse son téléphone, ce qui fait que Vicky King et l'agent reviennent dans le monde réel. Techniquement, les enfants et leur mère sont réunis, mais ils sont tous à moitié fous. Mais sauf que vu que vous n'avez pas cassé le téléphone des enfants, enfin, faut penser à péter le téléphone des enfants, parce que les Reapers, donc les faucheurs, arrivent dans le monde réel. Et ils sont très très balèzes, leur masque, elle les rend à moitié imbutables. Donc j'ai un joueur qui a pété un plomb parce que je lui ai dit, leur attaque, c'est de te mettre une sucette dans la bouche. Et il a fait, mais comment ça se fait, tout, c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment ça se fait. Je dis, écoute, ça c'est le scénar, tu vois, ils ont 60% en sucette au fentanyl, donc je sais pas quoi te dire, quoi. Et il y en a donc le petit pirate s'est fait larder de coups de couteau par l'un des faucheurs. Il a fini agonisant dans la cave avec les gamins en disant c'est vraiment important que vous passiez votre téléphone, il avait un point de vie. Il a cassé le téléphone, donc les faucheurs disparaissent. Mais ils en ont pris plein la gueule, quoi, à ce moment-là. Et ils ont dit bon, donc c'est en 3 séances hein, qu'on a fait ça. Dernière séance, ok, on va au MIT pour se débarrasser de Wesley Cool une bonne fois pour toutes. Mais ils ont flippé, ils ont passé une demi-heure à dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si ça fait 4 ans qu'il a disparu, la bulle elle est énorme, ce qui veut dire que qu'est-ce qui se passe si on est en vol et qu'on est projeté dans la bulle? Est-ce que l'avion disparaît? Enfin, plein d'hypothèses. Bon, ils y sont quand même allés et ils se sont aperçus effectivement que la bulle recouvrait tout Boston et donc évidemment le MIT pour arriver sur l'aéroport et ils ont dit bah fuck it, on rentre dans la bulle. Et c'est là où c'est assez cruel en fait. Je trouve que le scénario s'attend à ce que au moins certains d'entre vous aillent dans le monde réel au MIT pour aller fouiller le bureau de Wesley Cool. Et eux, ils sont allés dans le monde directement, qui est exactement le même monde que le nôtre, sauf qu'il est plus propre, il n'y a pas de clochard, il y a des trains qui vont très très vite, donc ça montre que Wesley Cool est aussi un sociopathe qui n'a que faire à part sa propre image. Et la seule grosse différence, c'est que Wesley Cool est très renommé, Picky Eater a remplacé Google dans ce monde-là, et il a sorti un bouquin qui résume en fait ses thèses. Donc vous avez des aides de jeu pour lire ça, donc les joueurs arrivent forcément, disent bon où est-ce qu'il est son ordinateur? Ils rentrent et ils s'aperçoivent qu'il y a un nouveau bâtiment immense qui a une tour. Ils vont dans la tour, même s'il y a des espèces de super soldats qui protègent l'entrée, en fait, ils s'aperçoivent que Cool est tellement imbu de lui-même que les soldats ne font aucune inspection, ils peuvent rentrer comme dans du beurre dans le bâtiment. Ils vont tout en haut dans le dernier étage. Et là, en fait, c'est pas un ordinateur qu'ils ont face à eux, c'est un aétérophone, qui est une machine donc avec des roues, une manivelle à tourner, des poulies et un cristal au milieu qui fait de la musique. Et c'est en fait c'est la machine conçue par Eric Zahn, le violoncelliste qui est présent dans la musique d'Eric Zahn, qui a réussi, lui, si vous vous rappelez
Alors je sais plus s'il a une machine comme ça dans la nouvelle, il me semble pas. Je crois que c'était juste qu'il faisait tellement bien la musique qu'il est chopé par les flûtistes de Azathoth et il est forcé de servir à sa cour. Mais l'idée, c'est que il a créé le second instrument de musique électronique au monde dans les années 20, et que Wesley Cool a utilisé ça parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas réutiliser un ordinateur en fait, pour créer une seconde bulle. Il aurait fallu quelqu'un d'autre comme les enfants. Donc en fait, un second peak heater, ou une seconde bulle, pour aller au centre de l'univers, où il y a Yog-Sothoth, avec une machine qui est complètement indépendante de lui. Donc les joueurs, au début, ont eu un plan qui était pas bête, c'est qu'ils ont dit, bah, donc l'informaticien qui était déjà à moitié fou et, euh, et un de ses potes, le médecin, ont dit, bah nous, on va rentrer, on va aller dans la bulle, parce qu'il y a des informations, et vous allez caresser à l'extérieur, et puis vous cassez tout le mécanisme. Donc ils ont fait ça, ils sont descendus au rez-de-chaussée, parce qu'ils se sont dit, si on casse le truc, et qu'on sort hors de la bulle, on va tomber 10 étages, donc c'est pas une bonne idée. Donc eux redescendent en bas, ils cassent la hétérophone, ça fait rien. Et donc, dans le monde, dans la plage, la grande plage, donc ils voient le piqueteur à perte de vue, ils voient un second à hétérophone, donc, qui est tourné, enfin, euh, Wesley Cool qui est en train de tourner sa manivelle pour essayer de contacter Yog-Sothoth en vain, et les joueurs disent, bon bah tant pis, enfin ils voient qu'il est complètement fou, et donc ils sortent un flingue et ils le butent, donc ils lui ont foutu une balle dans la tête, ils l'ont claqué, et il se passe rien, il n'y a rien qui change. Donc, comme je dis, hein, il y a un plateau avec tous les circuits imprimés de Pick-Eater qui sont complètement dispersés comme du limon. Vous pouvez essayer de les casser, mais ça implique un jet de chance pour trouver le bon circuit imprimé. Ça, les joueurs n'ont même pas tenté, donc je ne suis pas allé dans cette direction-là. Mais vous pouvez aussi passer des siècles à casser avec un caillou tout le circuit imprimé, tout le limon en fait, qui est présent sur le plateau. Enfin, Yog-Sothoth s'approche, donc en forme de Tamir Alwal, donc le guide, et il pose des questions. Et c'est là où c'est encore compliqué, c'est qu'il va poser des questions très confuses, en disant est-ce que vous êtes des créatures inconnues à la vérité? Parce qu'il y a un rituel à faire en fait. Si vous n'avez pas si vous faites pas les bonnes courbettes, vous allez vers un autre embranchement du dialogue. Et l'idée c'est qu'à la fin, il pose une question, il dit c'est mal de chercher. Enfin, est-ce que, enfin, où est la frontière entre le bien et le mal? C'est folie de chercher la vérité, c'est mal de ne pas chercher la vérité. Est-ce que vous cherchez le seuil entre la vérité et la folie? Il faut dire oui, non. C'est toujours des questions fermées, de toute façon. Et, euh, et en fait, il faut dire non pour que Yoxophos vous dise, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Et là, vous pouvez dire, bah, je veux que vous détruisiez Picky Eater, machin. Et là, il fera OK, il cassera tout, il vous renvoie chez vous. Donc il est assez cool, hein, Yoxophos. Sauf que mes joueurs, on dit, oui, on cherche à franchir le seuil entre la folie et le mal. Et du coup, bah, Yoxophos, il fait, ouais, pas de souci, il soulève sa cape. Et là, vous faites le grand classique, le jet de santé mentale. D10 descend, parce que vous voyez, en fait, il vous montre son essence, donc l'essence de l'univers. J'en ai un qui a perdu 66, donc l'informaticien il a perdu 57 points de santé mentale d'un coup, pouf, il s'est désintégré, il a fusionné avec Exofot. L'autre il est revenu dans le monde réel, mais il a quand même perdu 20 points de santé mentale, quoi. Et donc ils étaient tous là, genre, tout comme des. Enfin, complètement. Ils étaient trois, pardon, ils étaient trois. L'autre a perdu, il a perdu 5 points de santé mentale, donc ça va, hein. Quand on a une révélation divine comme ça, c'est plutôt cool. Et donc ils se sont tous retrouvés dans le monde réel, éjectés, donc les autres qui ressortent de la bulle, parce que la bulle existe toujours en fait, puisque techniquement ils n'ont pas gommé Picky Eater. Donc les, donc les joueurs arrivent et disent, et le scénario était quasiment fini, donc j'ai dit, bah qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est marrant, les joueurs ont vraiment insisté, ils ont dit non, j'en ai rien à foutre, ça prendra 15 ans, ça me prendra peut-être 5 ans de rester à l'asile, mais ce que je veux, c'est que dans 10 ans, on revienne pour finir ça. Et je leur dis, bah ouais, mais d'un autre côté, vous avez, parce qu'il y a un autre des agents qui a fait un rapport complet à Delta Green, et j'ai dit, mais il n'y a pas moyen que Delta Green vous laisse revenir au MIT, parce que maintenant, potentiellement, vous êtes des vecteurs. Pick Eater n'existe plus, enfin, Pick Eater existe dans l'espèce de plage, mais il n'y a plus de moyen de le propager dans le monde réel. Donc concrètement, pour le programme, c'est fini. Et vous n'avez pas à venir. Ils se sont dit, oh, on n'en a rien à foutre, on va. Et ils ont fait un truc assez malin, c'est qu'il y a un des joueurs qui est professeur, qui a une chaire à Berkeley, je crois, et qui a dit, bah ouais, mais je vais attendre d'avoir je vais attendre d'avoir un colloque, je vais m'organiser pour avoir un colloque en fait dans 10 ans par rapport à ma spécialité, qui était présente au MIT, pour bah, revenir dans ce bâtiment. Et on va recréer un hétérophone et on va rentrer dans le bulle. Et cette fois, on va reparler en fait avec Yoxophod, parce qu'en plus c'est leurs obsessions de personnages. Et c'est là qui était un peu triste, c'est qu'en fait ils sont allés dans le bureau de Wesley Cool, hors de la bulle après. Et c'est là où il y a toutes les instructions, quoi. C'est nul, c'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas d'ordinateur à casser. Donc ça veut dire que la bulle existe en elle-même et qu'elle ne peut pas être détruite dans la première strate, elle peut être détruite qu'au niveau de la plage. Et il y a toutes les instructions sur comment contacter, enfin quel est le rituel à faire face au guide,
Et donc, ils y sont retournés 15 ans plus tard, et cette fois, ils ne se sont pas plantés dans les questions, donc ils ont pu supprimer Picky Eater. Mais par contre, l'informaticien, il a disparu, il n'a jamais existé, à part dans la mémoire des joueurs. Dans une grande tradition, comme quoi il a jamais été là, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai ajouté, ça me faisait marrer. Et du coup, on a fini la campagne. Enfin, donc, c'était pas vraiment une campagne, mais c'était le scénar. Je suis très très dubitatif sur ce scénario-là. Parce que les joueurs passent un très très bon moment, ils s'amusent beaucoup, ça fait beaucoup penser à Inception évidemment, à Paprika. Il y a un truc aussi, c'est pas rien de rencontrer une sorte d'avatar de Yog-Sothoth à la fin. Ils étaient vraiment, enfin, le mec qui joue l'informaticien, il a adoré. Il avait failli se faire tuer par le mec avec la seringue, enfin avec le parasite extraterrestre dans le scénario sur les flics. Mais là, il a vraiment adoré, il a dit putain c'est génial, c'est une super fin. En plus, il devait arrêter, enfin, il pourra pas rejouer avec moi, donc il dit bah, c'est une super fin pour mon personnage. Et les autres, ce qui était fou, c'est qu'eux, ils ont vraiment adoré, ils étaient vraiment dedans. Il y a vraiment eu des discussions sur est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on continue. Et vraiment, c'est sympa en fait quand les joueurs veulent pas s'arrêter, quelque part. Ça veut dire que vous avez bien fait votre boulot. Et voilà, mais moi j'ai trouvé que, en tant que maître du jeu, déjà le scénario il est très chiant à lire parce que il y a une partie blanche, une partie noire sur la description à l'extérieur de la bulle, la description à l'intérieur de la bulle. Au début, vos PJ savent pas contrôler en fait leur entrée, leur sortie de la bulle. Après, quand ils ont été confrontés à ça une ou deux fois, ils peuvent le faire, c'est-à-dire qu'ils ratent sciemment un jet de SAN, ils rentrent dedans, ils dépensent des points de volonté, ils ressortent. Mais, euh, mais ouais, non, c'était. Et moi, si vous voulez, ce que j'ai trouvé très frustrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de. C'est juste une suite de scènes rigolotes, mais il n'y a pas de scénar pour moi. C'est-à-dire que, en gros, c'est OK, bon, bah, vous allez à la CIA, et là, tu vois un musée Delta Green, et il faut que tu casses le PC, parce que si tu casses pas le PC, de toute façon, il y a des gardes qui arrivent et t'es coincé. Ou alors, c'est bon, bah, il y a les super soldats Antifa qui arrivent, et dans tous les cas, si tu fais rien, il se fait tuer par les soldats Antifa, et donc tu sors du monde réel. Enfin, t'es peut-être mort, enfin, t'es peut-être blessé, mais tu reviens dans le monde réel. Et tout est comme ça, en fait. Et j'ai eu la sensation que même jusqu'à la fin, la discussion avec Yoxophot, au final, bon, d'accord, tu peux finir perdu dans le temps et l'espace, désintégré par la connaissance occulte et obscure d'avoir été face à un grand ancien, enfin, un dieu très ancien, mais j'ai pas trouvé bon, enfin, finalement, bah, quoi que vous fassiez, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que le principal truc que vous faites, c'est mettre fin au vecteur, casser les téléphones, casser les ordinateurs, et remonter la piste jusqu'à Wesley Cool. Mais j'ai pas. J'ai trouvé que les autres scénarios étaient beaucoup plus malins en termes d'options qui sont offertes aux joueurs, en termes de découpage du scénario, parce que là c'est très linéaire aussi. Hein, enfin, pas très linéaire, mais faut commencer par le gars qui flingue tout le monde dans l'école, puis éventuellement la cellule de la CIA, puis le mec dans la caravane, puis Regina King, enfin Vicky King, puis enfin Wesley Cool, quoi. Je sais pas, ça m'a vraiment, j'ai pas été enchanté. C'est-à-dire que c'est très rigolo. Les scènes qui sont vues sont très rigolos. C'est très original, parce que c'est quand même une application téléphonique qui vous permet de créer une autre dimension. Mais je sais pas. Ça, par exemple, sur un même registre, je trouve que le Observer Effect, qui était le scénar dans je sais plus quel supplément, où Yog-Sothoth, en fait, où on invoque Azathoth toutes les X heures, et donc vous êtes dans une boucle temporelle, était beaucoup plus rigolo et finalement offrait beaucoup plus de possibilités aux joueurs par la nature de la boucle temporelle. Alors que là, bon bah ok, c'est une bulle, vous y allez, il y a une petite scénette qui joue, et à la fin la petite scénette, bah, vous cassez le téléphone, et puis bon, peut-être que vous affrontez un PNJ, mais c'est assez rare quand même. Et surtout que tous les PNJ ont des stades de port, donc c'est pas très intéressant de se battre contre eux. Et en plus, à la fin, vous avez la capacité de sortir à l'envie des bulles, parce que en cramant des points de volonté, donc je sais pas, c'est pas. Je trouve que par rapport à la force des autres scénarios, qui étaient assez terre à terre pour du supernaturel, là, j'ai pas. Je vois ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire qu'en gros, les quatre scénars sont des critiques acerbes dans l'Amérique trumpienne d'éléments néfastes de la vie américaine, donc les drones, l'usage militaire des drones, l'usage militaire et policier des drones, la légalisation de la marijuana qui se fait en fait sur le dos des petits producteurs pour rester entre les mains la gentrification en fait, donc qui reste entre les mains des grosses corporations et des mecs extrêmement riches, la corruption et les gangs policiers. Et le quatrième, c'est les applications et le fait que les applications sont conçues pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Puisque bah, Pickeater, c'est ça, en gros. Il vous propose un monde où tout est parfait, sauf que quand vous êtes dedans, vous êtes dans votre bulle, vous souffrez de dissonance cognitive et le monde que vous avez est cauchemardesque. Mais je trouve qu'en termes de jeu, par contre, j'ai pas été. Enfin, en tout cas, moi, en tant que maître du jeu,
j'ai pas du tout été emballé. Vraiment, et je galérais, et il y avait des trucs, les règles elles étaient confuses. À la fin, il disait carrément, bon bah écoutez, c'est censé être confus, donc faites ce que vous voulez. S'il y a une règle qui est pas claire, vous inventez. Je fais, bah ouais, super, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que je me casse les fesses pour vraiment essayer de respecter tes bulles, tes machins? Ça m'a pas... Ouais, je sais pas. Mais je le sentais, hein, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, c'est super conceptuel, mais le problème, c'est que c'est pas... Mécaniquement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'au tout début, ouais, ça commence avec une enquête à la Green, mais très rapidement, c'est super linéaire, très rapidement, c'est exactement comme à la fin où vous avez l'arbre de dialogue de Yog-Sothoth. Si vous dites pas la bonne chose, à un bon moment, bon bah voilà, vous êtes coincé, vous êtes invité à recommencer, quoi. En vrai, une espèce de boucle. Donc voilà, j'aurais aimé, enfin, encore une fois, hein, il y a le côté magicien d'Oz où il y a l'envers du décor, hein, c'est différent quand vous êtes derrière le rideau que devant. Donc je pense que les joueurs se sont beaucoup amusés, ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont plutôt contents parce qu'ils remplissent. On va faire The Iconoclast là dans 2 semaines. Donc même si je perds un joueur, j'en récupère un autre. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer parce que Iconoclast c'est très particulier. C'est vraiment scénario fixe, intro, lancer de dés, enquête, lancer de dés hyper lâche, puis finale qui est enfin qui est vraiment scénario linéaire. Donc je suis très bizarre. Enfin, c'est un peu en amphore en fait, pour aller vite. Et je pense que c'est plutôt un gros scénar qu'une campagne. Et vu que moi je suis un MJ assez rapide, je sais pas du tout comment. Ouais, je sais pas du tout comment ça va jouer, peut-être que ça va me lasser, peut-être que je sais pas du tout comment je vais approcher la chose. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans tous les cas. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur God's Light, hein. J'aimerais plus positif, mais comme je disais, si les joueurs s'amusent, et que moi je m'y retrouve aussi, je pense qu'on a tous passé un plutôt bon moment, mais je reste que les 3 premiers scénarios étaient vraiment très bien, et celui-là m'a moins emballé. Donc dans tous les cas, je ferai une vidéo de conclusion sur les 4 scénars. Je le ferai en lisant le bouquin, parce que bah, je l'ai physiquement, je pense que je le vendrai après, parce que j'y rejouerai jamais. Mais au moins pour remontrer, j'avais fait une vidéo avec un PDF, mais là je le ferai avec le bouquin physique, comme ça, et j'en profiterai à la fin pour vraiment faire mon compte rendu sur tous les scénarios, sur les aides de jeu et compagnie. Comme ça fera un peu la vidéo conclusion sur God's Hunt. Et ça permettra, à mon avis, quand Achilleos traduira le duet God's Hunt et God's Teeth, que vous ayez une vidéo, que les gens qui ne soient pas sûrs si vous les achetez ou pas puissent le lire. Et oui, un dernier truc par contre, le lien dans God's Light, et en général, les liens sont bidons. Entre God's Teeth et God's Hunt, les liens sont bidons. Le seul lien, c'est qu'effectivement, les enfants qui sont au cœur de God's Teeth sont présents sont les vecteurs en fait qui introduisent les joueurs, évidemment, les agents de Bast, en fait les crocs de Bast, sont liés parce que bah, ils poursuivent les enfants. Et le premier scénario, le méchant est un des enfants. Le second scénario, la première victime est l'un des enfants. Le troisième scénario, ça n'a aucun sens, c'est nul. Enfin, c'est vraiment, c'est... Ah bah en fait, quelqu'un s'est planté dans son numéro de téléphone et vous aviez une lettre de différence et donc vous avez reçu un texto que vous n'aurez pas dû recevoir. En fait, vous avez reçu la vidéo qui lance le scénar. Et le quatrième, c'est que le gamin qui flingue tout le monde au début, c'était un bébé qui était présent dans l'orphelinat au début de God Steve. Mais c'est vraiment, en vrai, il y a des petits encarts, hein. Les petits encarts si vous liez ça, mais c'est extrêmement superficiel. Et ça, ne le prenez pas comme, enfin, prenez-le comme un complément si vous voulez, mais c'est juste, il y a autant, pour moi, il y a autant de liens dans les scénarios entre God's Hunt et God's Thief qu'il y a de liens avec les fameux scénarios supplémentaires qui sont présents dans la Nyarlathotep avec le peintre, le loup-garou et le fantôme dans la cascade en Australie, quoi. Et le chat et le diseur de bonne aventure. Donc, donc c'est bien parce que ça vous permet, si vous n'êtes pas intéressé par God's Thief, vous pouvez les jouer en tant que scénar. Ça, c'est super bien. Mais je tenais à dire ça avant de terminer, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore parler pendant des heures. Donc je ferai une dernière vidéo là-dessus, je continue Ghost Teeth, je vais commencer Iconoclast, et je sais pas, je vais peut-être, on m'a demandé, je vais essayer, je suis pas sûr, d'enregistrer la partie d'Iconoclast, au moins en audio, donc ce sera sûrement pas optimal, vous savez que le son et moi c'est un peu compliqué, parce que je joue en MJC en plus, donc les murs sont pas comme il faut. Mais on va tester, on verra bien. J'ai eu l'accord de tous les joueurs, donc au moins c'est déjà ça. Vous attendez pas vraiment à un truc génialissime, hein. Il y a une différence entre parler de choses qui nous passionnent et le faire, et je reste de l'avis de Warren Spector, qui est qu'il n'y a rien de pire que de raconter ses parties de jeu de rôle à quelqu'un,
Donc vous jugerez si vous voulez, au moins ça vous fera une référence si jamais vous les maîtrisez Iconoclast, mais voilà, vous attendez pas non plus à un truc phénoménal. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Allez, salut!